Next! Alors, pour moi, il y a plusieurs choses au niveau psycha qui m'ont interpellée dans cette série. Alors déjà, Eddie, le père, la figure de ce père dans l'adolescence m'a semblé illustrer de façon tragique le vide laissé par une paternité défaillante. Dans le sens où, on le sait, les rapports sociaux de sexe ont évolué depuis plusieurs années, et c'est une bonne chose, n'allez pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites, mais les rapports sociaux de sexe ont évolué, et par rapport à une famille traditionnelle où le père et la mère avaient des rôles bien distincts, on assiste depuis quelques années à un mélange des genres, à une interpénétration des rôles maternels chez le père et paternels chez la mère, et peut-être aussi à un adoucissement du rôle paternel. Donc ici, pour moi, il m'a semblé que cette paternité défaillante, à la fois par l'absence, par le manque d'autorité, pouvait favoriser l'adhésion d'un adolescent comme Jamie à des discours de masculinité toxique, puisqu'il en est question, et de incel, c'est-à-dire cette recréation sociologique actuelle dans laquelle le masculin s'érige comme une espèce de stéréotype bourré de testostérone et qui scinde la société en deux parties. D'un côté, les vrais hommes qui arrivent à avoir des femmes, à réussir dans la vie, et de l'autre côté, des hommes ratés qui resteront célibataires toute leur vie, qui ne plairont jamais aux femmes et qui sont condamnés finalement à une solitude bien involontaire. Un incel, c'est célibataire involontaire. L'incapacité du père à incarner une autorité structurante, à incarner une autorité qui va permettre de poser des limites, de poser des barrières et qui va finalement être constructive pour l'enfant, va créer un terrain propice à la radicalisation. Eddie, donc le père, en évitant tout conflit avec son fils, en minimisant des comportements inquiétants, comme par exemple la fascination de ce dernier pour la violence, notamment dans les jeux vidéo. Finalement, Eddie renonce à sa fonction de tiers séparateur, comme l'appelle Lacan, ce rôle qui est pourtant crucial pour aider l'adolescent à se détacher de ses pulsions archaïques et à intérioriser les limites et à se sociabiliser. Freud, lui, souligne dans Malaise dans la civilisation que l'affaiblissement des figures d'autorité parentale prive les jeunes de repères symboliques en les rendant vulnérables à des idéologies compensatoires. C'est-à-dire que le vide que laisse l'éducation bienveillante, même si autoritaire, en posant des principes, en posant des valeurs et en posant des limites, cette absence-là, elle est forcément compensée dans la structuration, notamment de l'adolescent, par des idéologies qui vont se substituer à celles que pourraient donner les parents. Et là, on le voit bien, notamment dans le cadre du collège de Jamie, où clairement tous les adultes sont démissionnaires. Mais on voit que ce qui va prendre le pas, ça va être cette idéologie revendiquée par les réseaux sociaux et qui va dire tu es un vrai homme si, ou tu n'es pas un vrai homme si, d'où le fameux 80-20 que Cathy Léonard, la victime, a mis en commentaire sur Instagram à Jamie, et qui signifie que 80% des femmes sont baisées, pardonnez-moi, par 20% des hommes. Voilà, tout simplement. Et donc ça pose une limite, ça pose un cadre, ça donne une idéologie dans laquelle tu dois être un homme, un vrai, ce qu'on va retrouver beaucoup dans l'interrogatoire de la psychologue, pour le pousser à se positionner sur ce côté genré et sur la symbolique du genre. Et
et qui va le catégoriser finalement, Jamie, dans le clan des losers. L'absence de résolution de la série souligne finalement, à mon sens, l'échec collectif à répondre à ces enjeux. Eddie, en pleurs lors de l'interrogatoire final, symbolise une génération de pères complètement désarmés face à de nouvelles formes de radicalisation. Son incapacité à faire ce pourquoi un père est supposé être fait, c'est-à-dire à protéger son fils, rappelle que la lutte contre la masculinité toxique et les incels nécessite une réinvention des rôles parentaux et non pas un retour à des modèles autoritaires qui ne seraient plus opérants actuellement, mais à repenser ces rôles-là. Adolescence montre aussi que la violence de Jamie n'est pas seulement le produit d'une pathologie individuelle, même si a priori il a un bon terrain pour ça, mais le symptôme d'une société qui, je pense, a démissionné dans ses transmissions d'une masculinité qui serait non toxique, c'est-à-dire une masculinité émasculée. Les travaux de Freud, notamment sur le surmoi, et ceux de Lacan sur la fonction paternelle, trouvent ici une actualité totalement brûlante. Alors la mère, parce que pareil que tout vient de la mère tout le temps, donc on va lui faire un petit sort. Elle est incroyablement effacée et incroyablement absente de la série. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Elle incarne l'illustration clinique du refoulement freudien, à mon sens, mais poussée à son paroxysme et limite caricatural. Cette mère, elle est confrontée à l'indicible, à l'inconcevable, c'est-à-dire l'accusation de meurtre pesant sur son propre fils, c'est-à-dire sur la chair de sa chair. Et là, ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'elle déploie une stratégie psychique qui est, qu'on peut cliniquement retrouver chez Freud, qui appelait ça le gardien vigilant du conscient. C'est-à-dire que son refuge obsessionnel va être la routine domestique. Elle va nettoyer, préparer les repas. Elle va finalement nier la réalité qui ne lui convient pas en instaurant une routine qui est proche du TOC, c'est-à-dire elle va continuer à nettoyer, mais peut-être un peu plus frénétiquement, à essayer de maintenir une normalité qui n'existe plus, qui a volé en éclats. Et donc, son appétence pour ces rituels domestiques et quotidiens, la gardienne du foyer, c'est elle qui doit maintenir un foyer propre, être la mère nourricière, etc. Et donc, cette pathologisation du rituel domestique va fonctionner comme un rituel de conjuration. C'est-à-dire que ces actions répétitives, chez elle, vont tenter symboliquement de nettoyer, d'effacer la souillure morale que représente le crime qu'a perpétré Jamie, ou pas, hein, à vous de voir. Selon ce que Freud appelle le mécanisme d'annulation, que Anna Freud, appelle le mécanisme d'annulation rétroactif. Et donc, ça veut dire qu'en nettoyant maintenant, elle efface la tâche passée sur laquelle elle n'a aucune emprise. Et donc, donc la mère, va ériger le refoulement comme mécanisme de défense absolue. D'abord, elle va construire inconsciemment une barrière mentale pour ne pas voir toutes les preuves qui existent contre Jamie. Elle va nier systématiquement, refouler, barrer toutes les preuves qu'on va lui apporter. Elle va transformer sa maison en une sorte de bulle protectrice où la réalité n'a pas de prise, où la réalité ne peut pas pénétrer. C'est un réflexe archaïque de survie psychique, comme quand on a un danger trop violent, avant un accident de voiture ou autre, on ferme les yeux, comme si ça nous protégeait de l'agression extérieure. Et puis elle va se créer un mantra qu'elle répète très souvent dans la série, notamment dans l'épisode 2 et surtout dans l'épisode 4, où elle répète systématiquement « c'est un bon garçon ». Et ça fonctionne comme une espèce de sortilège contre l'angoisse. Plus qu'affirmer le côté gentil, positif, innocent de son fils,
elle essaye de s'en convaincre elle-même. Et donc ça trahit sa peur secrète du contraire. Elle dit c'est un bon garçon, c'est un bon garçon, parce que finalement, elle se dit que peut-être pas tant que ça. C'est comme si, en criant très fort, il n'est pas violent, elle étouffait la petite voix intérieure qui lui murmure le contraire. En disant, on a fait ce qu'on a pu, elle dit, on a pu très peu finalement. Il voulait un ordinateur, il voulait des jeux, on lui a offert un ordinateur, des jeux. Que tous les adolescents font pareil, qu'ils s'enferment tous dans leur chambre. On n'est pas pire parents et on n'a pas un pire enfant que ça. Donc en fait, elle essaye systématiquement, par le pouvoir de la parole, d'anéantir la noirceur des actes. Enfin, Manda dissocie Jamie en deux fils presque distincts. Le vrai Jamie, l'enfant qu'elle a élevé, et l'enfant qu'elle idéalise, qui est un bon garçon, qui est gentil, qui va revenir à la maison et tout va bien se passer, et cette espèce de faux Jamie, c'est-à-dire cette espèce de monstre décrit par la police, décrit par ses camarades, ce criminel qu'elle ne connaît pas et qui ne peut pas être son fils, c'est-à-dire qu'elle va dédoubler son fils pour éviter d'affronter l'horreur. Accepter que son enfant bien-aimé puisse être capable d'actes terribles est inacceptable pour cette mère. C'est comme si son esprit avait fait en fait deux dossiers séparés. Elle comprend que le crime est répréhensible et que cet enfant-là doit être éloigné de la société et doit être soigné et doit être puni, mais c'est pas son Jamie. Et de fait, elle scinde, elle dissocie ces deux Jamie, entre un qui est acceptable et l'autre qui ne l'est pas. Le refoulé va ressurgir de manière absurde par l'aveu douloureux de certaines vérités trop lourdes à porter pour une mère. Les barrières ne tiennent pas et finalement l'ensemble s'effondre. Et quand elle nettoie frénétiquement à la fin de l'épisode 4 une tâche imaginaire et qu'elle hurle « Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir », c'est toute son architecture défensive qui craque et qui s'effondre, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Autre personnage qui m'a beaucoup intéressée, c'est celui de la psychologue, Briony, qui est une figure que j'ai trouvée très complexe et qui est totalement tutélaire dans l'épisode 3. Et j'ai trouvé que là se jouaient des mécanismes freudiens et lacaniens, notamment sur ce qui est de l'ordre du transfert et du contre-transfert. Alors on est d'accord, on n'est pas du tout dans une thérapie, elle est mandatée pour faire une évaluation psychologique. Donc elle n'est pas du tout là pour aider Jamie, elle est là pour recueillir des informations et évaluer sa dangerosité, la possibilité de récidive et surtout savoir s'il était conscient ou pas de ses actes au moment où, et donc s'il est pénalement responsable de ce qu'il a fait ou de ce qu'on lui reproche d'avoir fait. Pour autant, j'ai quand même été très interpellée par cette notion de transfert et contre-transfert. Son approche avec Jamie révèle une tension constante entre, d'un côté, une posture très professionnelle, évaluatrice, qui ne déroge pas à la règle, et en même temps, des réactions affectives inconscientes qui la débordent un peu. Déjà, Jamie dit, je crois que dans l'épisode 1, qu'il déteste les cornichons, et voilà, donc il n'aime pas ça du tout. Elle arrive, Briony, en lui offrant un sandwich aux cornichons. Ce qui peut être interprété de manière gentille, soit comme un acte manqué, elle voulait lui apporter de la nourriture pour créer un lien avec lui, soit pour briser ses défenses, en fait, soit comme une provocation inconsciente pour essayer de faire naître chez lui l'idée de frustration. Je t'offre un cadeau, mais tu peux pas le consommer, et un peu comme avec Cathy Léonard, il est amoureux d'elle, mais il peut pas consommer comme il l'aimerait. Et en même temps, donc cette provocation, je t'offre un cadeau, mais tu peux pas le consommer, et donc ça va te pousser dans tes retranchements, et je veux évaluer, je veux provoquer ta violence.
Or, c'est pas là que ça va se faire. Il est pour l'instant dans un état de désirabilité, même s'il n'aime pas les cornichons, il lui dit c'est toi qui l'as fait, machin. Et donc, on voit qu'il y a une tentative de créer une connivence et qu'il y met du sien. Mais c'est pas là que la violence va exploser. Ce geste illustre, à mon sens, le contre-transfert lacanien où elle va projeter des attentes sur un patient. C'est-à-dire que son geste n'est pas innocent. Elle l'a pas fait par bonté de cœur en se disant je vais apporter un chocolat chaud et un sandwich, comme ça il sera content. Elle l'a fait avec une intentionnalité. Mais encore une fois, c'est une intentionnalité qui nous reste imperméable puisque nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas ce qui préside à ce choix-là. Briony, elle aussi, comme Manda la mère, est confrontée à l'indicible, c'est-à-dire Jamie est accusé d'un acte horrible, il ne montre aucun remords et il raconte les faits avec une froideur déconcertante, presque comme s'il racontait les faits perpétrés par quelqu'un d'autre. Et surtout, il va refuser de reconnaître la gravité de ces faits. C'est un comportement paradoxal qui illustre ce que Freud appelle la compulsion de répétition. C'est-à-dire une force inconsciente qui pousse une personne à revivre systématiquement ses traumatismes, mais sans en avoir conscience et sans les résoudre pour autant. On est dans une espèce de répétition de complaisance. Et face à cette répétition absurde qui n'a de but qu'elle-même au final, c'est pas l'idée de l'extraire de soi et éventuellement de le réparer ou de le conscientiser, c'est juste la répétition. Donc face à cette répétition absurde, Briony est totalement déstabilisée. Elle est censée évaluer, mais Jamie ne lui donne rien à interpréter, juste une violence brute qui se répète et qui va se répéter à l'infini sans qu'on puisse avoir de prise dessus. Et donc, toute possibilité de soin semble arriver dans une impasse à ce moment-là. Son contre-transfert à elle, c'est-à-dire ses réactions émotionnelles inconscientes propre en tant que clinicienne face à un patient, va devenir ici, ce que j'ai ressenti moi, comme un véritable piège. C'est-à-dire, lorsqu'elle change de position physique, c'est-à-dire à un moment, elle passe d'une posture d'autorité, elle est face à Jamie, elle est dans le rôle de celle qui va interroger, celle qui va évaluer, et à un moment, elle va se lever, elle va se mettre à côté de lui, pour créer une proximité plus complice. Elle n'est pas en figure d'autorité, elle est en figure d'égalité. Et j'ai trouvé que ce déplacement spatial révélait toute l'ambivalence du personnage de la psychologue. Ce mouvement n'est pas anodin, à mon sens, il traduit l'incapacité à maintenir la distance professionnelle nécessaire, et donc la violence que va lui renvoyer Jamie va forcément l'impacter beaucoup plus, puisque c'est la bonne distance va être mise à mal. Alors, pour Lacan, le psychanalyste doit rester une figure neutre, un miroir sur lequel le patient peut projeter ses conflits. Mais, dans l'adolescence, Briony se laisse happer par le jeu totalement pervers de Jamie. Son besoin de comprendre et d'aider se transforme en une dangereuse implication personnelle. Chaque fois qu'elle tente d'interpréter le comportement, Jamie détourne habilement la conversation et il tente systématiquement de la sortir de son rôle d'évaluatrice pour l'envoyer soit dans le rôle de complice, soit dans le rôle d'aide thérapeutique, soit on va voir pire encore de tout à l'heure. Donc pour moi, et là j'attends vos commentaires, pour moi cette relation illustre parfaitement l'échec du symbolique, c'est-à-dire la capacité à donner un sens puisqu'elle est confrontée à un état que moi j'ai qualifié de psychotique. Peut-être que je me trompe, mais alors qu'un névrosé peut éprouver la culpabilité et rentrer dans un dialogue thérapeutique, Jamie, lui, va rester complètement focus, complètement fermé dans son univers sans loi et sans limite. Et Briony, en cherchant désespérément à établir un lien, devient finalement complice de la perversité de la logique destructrice de Jamie. Terrible, à la fin de l'épisode 3, c'est le silence final qu'elle oppose à la demande de Jamie. Tu m'aimes ?
elle ne répond rien. Et donc ça trahit son échec, à mon sens, à contenir sa violence en le renvoyant à une théorie de Winnicott sur l'objet transitionnel manquant. Briony ne peut être ni sa mère, ni sa sauveuse. Et donc elle ne peut pas l'aimer, et même elle ne peut pas l'aider. Et ça, c'est assez terrible. Donc ce personnage m'a beaucoup... Je crois que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué au final, l'épisode 3, parce que j'ai trouvé qu'il révélait tellement de choses sur finalement ce petit être qui est à la fois victime et à la fois bourreau, et peut-être irrécupérable. J'aime pas trop cette idée, mais c'est un peu ce que ça a renvoyé. Enfin, bien sûr, on ne peut pas faire une analyse sans parler du personnage central de Jamie. Alors, il y aurait aussi à dire sur Cathy Léonard, par contumace, puisque la pauvre petite n'existe pas dans la série, mais elle a quand même un rôle important dans ce qui se passe. Donc le personnage central de Jamie est un jeune en proie à une rage profonde qu'il ne parvient pas à maîtriser. Il n'a pas les codes, il n'a pas les outils pour maîtriser cette rage, cette colère. Comme beaucoup d'adolescents en souffrance, ces émotions explosent de manière incontrôlable, surtout à l'adolescence, puisque on commence à avoir des pulsions sexuelles, on commence à avoir les hormones qui travaillent, on commence à essayer de se positionner en tant que futur adulte dans un monde dont on ne comprend pas tous les codes. Et donc, comme beaucoup d'adolescents, il est dans une expérimentation, mais qui va tourner court, en fait, puisqu'il est semblable à un enfant qui casse ses jouets dans un accès de colère. Il n'y arrive pas, donc il casse. Son geste violent n'est pas prémédité. Il ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais tuer Cathy ». Mais plutôt, je l'ai vu, moi, comme l'aboutissement d'une accumulation de frustration, de rejet, d'humiliation, qu'il n'a pas su gérer, dont il n'a pas pu parler à ses parents pour des raisons d'incommunicabilité, et donc le symptôme de la cocotte minute qui explose faute de soupape de sécurité. Et là, on a un double inversé complètement sur cette problématique-là, c'est que le fils de Bascombe, l'enquêteur, vit les mêmes frustrations, vit les mêmes brimades, vit les mêmes rejets, mais il ne le gère pas du tout de la même manière. On comprend que la mère est très encadrante, on comprend que le père est aussi, même si on a une période où ils se parlent pas beaucoup, mais qui a de l'amour et qui a de la communication, même si pour l'instant elle est à sens unique du fait de l'adolescence, mais il a les armes, lui, pour contenir sa violence et pour la sublimer, notamment dans ses études, alors que Jamie, lui, ne l'a pas. Ce qui frappe dans son comportement à Jamie, c'est son incapacité à ressentir de l'empathie pour sa victime. Pour lui, elle semble n'avoir été qu'un objet de désir inaccessible sur lequel il a déversé sa haine dans un mécanisme psychologique que Freud appelle le clivage. Il a conceptualisé ce clivage, Freud, comme un compromis du moi. C'est-à-dire, Mélanie Klein, elle en a fait un processus constitutif de la psyché indissociable des relations précoces. Son approche l'approche de Mélanie Klein éclaire les pathologies où la fragmentation persiste. Ce processus mental permet de ne pas voir l'autre comme une personne à part entière, mais comme une projection de son désir, de son fantasme, et on va nier ses propres sentiments, sa propre humanité, et on va en quelque sorte le réifier. Et si cet objet ne me satisfait pas, ben cet objet, je peux le détruire. L'influence des discours masculinistes toxiques comme ceux des incels ont joué un rôle crucial dans la défense aux enfers de Jamie. Ces idées radicales sont venues combler, comme on l'a dit au début, un vide laissé par une absence de repères familiaux et sociaux solides. Elles lui ont fourni de fausses explications à son mal-être. Il se sent pas bien, il est adolescent, il ne sait pas trop comment. Et donc,
il peut, grâce à ces discours fallacieux, il peut mettre une étiquette sur son mal-être et expliquer ou s'expliquer des choses, en transformant finalement sa souffrance en haine, et en ne se remettant pas en question lui-même, en n'essayant pas lui-même de s'améliorer et de se comprendre, mais en externalisant la cause sur des facteurs extérieurs dont il n'est pas responsable, et en se victimisant. Derrière cette façade agressive, pourtant, Jamie montre des signes évidents de détresse. Ses interactions avec la psychologue révèlent, on l'a vu, un jeune homme perdu qui alterne entre des moments de vulnérabilité et des accès d'agressivité, comme s'il tendait la main pour demander de l'aide tout en repoussant violemment quiconque voudrait l'aider. Donc on est vraiment dans un schéma de souffrance et de détresse psychologique. La fin ouverte de la série m'a semblé particulièrement parlante parce que même après ses aveux, rien n'est vraiment résolu. Il décide de plaider coupable, ok. Mais cette conclusion reflète, à mon sens, une réalité psychologique très importante. Certains mécanismes de défense et de souffrance ne se guérissent pas simplement parce qu'on les a verbalisés et qu'on les a identifiés. Jamie reste prisonnier de ses démons. Et la série nous laisse avec cette question troublante: comment, pas qui a tué ou a-t-il tué, mais comment notre société peut-elle mieux protéger ses adolescents en détresse avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils commettent l'irréparable? En définitive, Jamie nous sert de miroir. Il incarne tous ces jeunes perdus, moi j'en vois beaucoup, ballottés entre leur malaise, les influences toxiques qu'ils rencontrent en ligne, les incapacités des adultes à leur offrir un cadre rassurant, sécurisant. Et son histoire nous rappelle que derrière chaque acte de violence, il y a souvent une souffrance qui n'a pas su trouver d'autres moyens de s'exprimer. Je ne m'excuse pas, j'explique. En guise de conclusion, l'intérêt, à mon avis, de cette série ne réside pas dans la révélation du coupable. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, je m'exclus pour une fois, beaucoup d'entre vous ont pu être déçus en disant « ouais, et alors quoi ?» à la fin. À mon avis, on n'est pas du tout dans une série qui veut révéler qui est le coupable, mais plutôt dans l'exploration des séismes intimes provoqués par l'acte criminel. L'épisode 4 est exemplaire de ce point de vue-là parce que, ok, il a détruit la vie de Cathy, mais il a détruit sa vie, celle de son père, de sa mère, de sa sœur, etc., etc. Donc la série déconstruit méthodiquement le dispositif traditionnel du polar pour faire émerger une vérité plus troublante. L'absence de résolution définitive, même si on a la preuve irréfutable par la vidéosurveillance que Jamie est coupable, et le final centré sur l'effondrement familial, à la fois l'effondrement de la famille et à la fois l'effondrement de chaque membre de la famille, révèle une structure psychanalytique où le réel traumatique, c'est-à-dire le meurtre, agit comme un trou noir qui va absorber toute logique rationnelle. La série explore l'adolescence non comme une simple étape entre l'enfance et l'âge adulte, mais comme un territoire psychique instable où les repères moraux peuvent vaciller à tout moment. Le crime initial agit comme un détonateur, comme un révélateur en exposant les failles de chaque personnage et les fragilités d'un système entier qui prétend encadrer la jeunesse. Et à ce propos, l'épisode 2 qui est centré sur le collège, mais on a envie de tous les baffer, les adultes, ils servent à rien, ils sont nuls, et non seulement ils ne servent à rien, mais je pense qu'ils sont toxiques et qu'ils provoquent ce genre de situation. Et la fin est délibérément irrésolue, non par manque de conclusion, parce que la série est trop bien pensée, bien trop cadrée pour ça, mais pour laisser une réflexion sur l'ambiguïté inhérente à ces parcours brisés. Les personnages errent dans les conséquences de l'acte, incapables de le rationaliser pleinement,
comme souvent dans les réalités traumatiques. En refusant les explications simplistes, la série souligne combien la violence adolescente, même assumée, reste pour l'entourage et pour la société tout entière une énigme douloureuse et insoluble, et un état d'urgence en se disant que c'est l'avenir de notre société et qu'il faudrait peut-être avoir une réflexion et des actions profondes à mener sur cette population-là. Voilà, alors j'espère que si vous n'aviez pas compris ou pas aimé la fin, cette petite analyse aura su vous donner d'autres pistes. J'espère aussi que cette longue explication ne vous aura pas ennuyé et que vous saurez lui réserver le même accueil et le même succès que pour le premier épisode. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous parler de plein d'autres séries, notamment la saison 7 de Black Mirror que j'ai beaucoup apprécié, et il y a des épisodes qui sont très intéressants. Dites-moi aussi si cet aspect analyse psychanalytique ou psychologique vous intéresse, et puis surtout, si vous n'avez pas vu Adolescence, je vous le conseille vivement. Je vous conseille aussi de le montrer à vos ados, parce qu'ils le comprendront peut-être encore mieux que nous, d'expérience à la maison. Ça a été le cas. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur ce long format encore une fois. Et je vous souhaite bon visionnage de séries. S'il y a des séries que vous voulez qu'on décrypte, vous pouvez aussi m'en suggérer. Ce sera un grand plaisir. À bientôt.